Pour l'explication de texte numéro 3, nous irons en édition Garny-Flammarion pour la dernière édition, hein, celle qui comporte le bandeau nouveau programme de première, édition par Jean Ménard. Nous irons probablement, très vraisemblablement, de la page 244 à la page 246, c'est-à-dire le milieu de la réponse à Monsieur de Nemours, connu sous le nom de scène du renoncement. 3 extraits seulement pour nos programmes de bac, mais on est très frustrés évidemment parce que là, nous avons fait l'impasse sur ce qui était toute la relation à Monsieur de Clèves, qui aurait peut-être valu la peine aussi d'être comparé. L'aveu à Clèves d'un côté et l'aveu à Nemours, évidemment, n'ont pas du tout la même tournure. S'agissant de Nemours, même si les deux étaient faits pour se rencontrer, qu'ils étaient tous les deux dans l'excellence, lui par la galerie des portraits, elle par la réputation, n'oublions pas que sa mère a mis beaucoup de soin à la marier, que la troisième tentative fut la bonne, qu'elle a épousé donc, qu'elle a été échue à Monsieur de Clèves, le deuxième, le cadet de la famille, et le bal avait été un des grands moments en première partie qui a mis face à face les deux amants, au sens évidemment XVIIe siècle, c'est-à-dire qui s'aiment réciproquement, hein. Et cette évidence de l'amour, leurs yeux se rencontrèrent avant l'heure, euh, avait aussi caché quand même, ou très vite avait été relayé par toute la difficulté à laisser le trouble paraître, ou les marques, les fameuses marques que Nemours peut se permettre d'afficher, sont autant de troubles que la princesse ne peut pas se permettre, bien sûr, de laisser voir. Toute la relation était donc placée sous le signe de l'impossibilité, et pour des raisons de bienséance, et comme va l'expliquer la princesse maintenant, aussi pour d'autres motifs qui se sont accumulés. Entre-temps, qu'avons-nous appris jusqu'à cet énorme saut à la quatrième partie? Eh bien, que les relations avec le mari se sont bien sûr ternies et corsées, qu'entre-temps, Nemours a fait souffrir la princesse, on l'a cru mêlée à l'histoire de la lettre. Il n'en était rien, puisque nous savons que c'était le vidame de Chartres qui avait demandé à son bon camarade Nemours de lui servir de couverture. Entre-temps, nous savons que Nemours a renoncé à son mariage avec la future reine d'Angleterre pour la princesse, qu'il avait donc remarqué au bal. Entre-temps, la mère, bien sûr, est décédée, donc ça fait déjà un garde-fou en moins pour la princesse. Le roi lui-même vient de décéder. Et les cadres, en fait, objectifs, ont disparu, laissant de plus en plus la princesse seule avec sa conscience. Le mari, enfin, ne cesse de demander des comptes, puisque au fil de 3 entretiens, il va, là, il en a déjà 2 écoulés, il va demander de plus en plus de comptes à son épouse, qui refuse de lui donner, en fait, la seule chose qu'il ignore, mais il a de fortes présomptions, le nom de l'homme qui occupe les pensées de Madame de Clèves. Voilà où nous en sommes. En fait, c'est une tension, hein, c'est un crescendo dans cette tragédie qui ne compte que 4 actes. Euh, la réponse de Madame de Clèves, en fait, est très morcelée. Elle prend sur l'édition Garnier-Flammarion, en vérité, cette dernière entrevue dure à peu près 9-10 pages, hein. Donc on est quand même sur une très très longue entrevue et on est aux 2 tiers au moment où notre extrait à nous commence, sachant que ce sera vraiment une partie beaucoup plus restreinte que nous aurons à défendre. Pour la lecture, pour l'exploitation en classe, nous irons jusqu'à, je crois, devoir à votre attachement la faible récompense de ne vous cacher aucun de mes sentiments. Donc on est sur le dévoilement en fait. Et véritablement, l'explication présentée au baccalauréat commencera évidemment avec le fameux j'avoue, répondit-elle, euh, jusqu'à alors, j'avais très envie jusqu'à la bienséance interdite tout commerce entre nous parce que ça fait quand même une unité. J'imagine que pour le baccalauréat, sur du 20 lignes chrono, on ira plus tôt jusqu'à que j'ai prise de n'en sortir jamais. C'est dommage d'ailleurs. Je vais voir ce que je peux faire, mais je pense qu'on sera bien au-delà des 20 lignes recommandées. Alors, si on restreint de j'avoue, mettons, moi je vais quand même continuer jusqu'à interdit tout commerce entre nous parce que là c'est vraiment intéressant. Après, c'est le corps de Nemours hein, qui relaie la parole. Euh, Évidemment, la question c'est où nous en sommes et de quoi avons-nous besoin et de quoi a besoin l'héroïne. L'héroïne, à ce stade du roman, en fait, a été très mise à mal par sa jalousie et par cette parole qui lui coûte très cher, ou même par
Elle a été très vite piégée, en fait. Nemours, lui, peut se permettre de montrer, mais la princesse, elle, déjà par la dauphine pendant le bal et par la suite par le mari, en fait, c'est très vite laissée embourber dans ce souhait de sincérité, disait-elle, le fameux aveu qu'on ne fait jamais à son mari, qui ne connut pas de précédent. Euh, la parole va lui coûter très cher. Or, paradoxalement, ici, c'est par la parole qu'elle va imposer cet adieu à Nemours. On est vraiment sur une suite de paradoxes, hein. La parole qui coûte cher est quand même le moyen qui est requis, et la parole dans laquelle elle a failli va devenir, pour dire aussi qu'elle ne veut plus voir Nemours, elle va justement passer par la parole. Donc on est vraiment sur un- une accumulation, un empilement de strates contradictoires ou paradoxales. C'est pas la moindre des tortuosités de l'extrait. Elle, de quoi a-t-elle besoin? Sans doute, puisque les garde-fous, toutes les barrières sont tombées, la mer, le royaume qui est en train de se fissurer, tout vient de s'effondrer. Elle a besoin probablement de se rassurer elle-même sur cette capacité à être autonome au sens plein du terme, c'est-à-dire à fixer ses propres règles, à fixer ses propres lois. Et nous, évidemment, nous avons besoin de savoir à quel type d'héroïne nous avons affaire. Nous sommes aussi très contradictoires par rapport à elle, parce que nous attendons qu'elle échoue, en tout cas, nous la mettons à l'épreuve, mais nous aimerions bien qu'elle réussisse. Et nous aimerions bien quand même une héroïne qui laisse parler aussi son cœur, ça lui donnerait quand même un surcroît d'universalité. Mais nous sommes aussi très vigilants à ce qu'elle demeure une héroïne capable, évidemment, de vertu, puisque c'est l'objectif que lui avait fixé, je reprends le terme fixé par Madame de Chartres, la première partie, et selon le cadre quand même de la Rochefoucauld, le vertu, le mérite, l'élévation sont quand même la Sainte Trinité là, à laquelle doit s'astreindre notre princesse. Donc nous attendons beaucoup de choses de l'héroïne et ça peut devenir soit une chute, soit une apothéose. Voilà. Le problème qui va se poser aussi derrière, qui est un problème purement dans la construction du personnage et qui va lui fournir toute sa complexité, c'est comment rompre avec un personnage tout en lui disant qu'on l'aime. Donc il y a un double discours, évidemment, au sein même de la princesse. C'est ce qui fait le dilemme. Il y a un double discours, un écartèlement. Deux messages, finalement, au sens linguistique du terme, sont contenus dans un même discours, ou plutôt des énonciations, deux niveaux d'énonciation. Il faut dire au lecteur qui ne s'est pas trompé, c'est bien une héroïne au plein sens du terme, plus que jamais, à laquelle nous avons affaire. Et à Nemours, il faut quand même lui dire adieu tout en lui disant qu'on l'aime. Bon, on a quand même là, on voit bien une démultiplication des enjeux. Comment j'avais pris la question, on l'avait un peu exploré avec une des classes vendredi. Qu'est-ce qui m'avait frappé? Bon, le mouvement global du texte, d'abord, commençons par des choses simples. À partir de j'avoue, mettons jusqu'à bienséance interdite tout commerce entre nous, on voit petit à petit quand même s'effriter le motif passionnel avec la jalousie, les passions, les femmes. Puis ça prend une tournure très philosophique et métaphysique avec un développement sur le malheur. Euh, et petit à petit, avec Nemours, là, il y a un jeu de quasi-antanaclase qui fait dévier les motifs, les raisons au pluriel, vers quand même l'idée de raison et de contrôle, puisque la princesse va de plus en plus affirmer sa reprise en main de son destin. Donc il faut qu'elle devienne de plus en plus virile, en fait, au sens vertueuse, au sens étymologique de vertueuse. On voit là qu'il y a quand même des mouvements dans cet extrait-là. On pourrait, mais c'est très schématique, hein, mais c'est vrai que cette tripartition du texte, les passions, puis le malheur, qui quand même accroissent l'enjeu et lui donne une tournure tragique, hein. Il y a un pic, là, il y a un acmé quand même de l'enjeu fixé sur le malheur. Ça répond d'ailleurs au bonheur dont parlait Madame de Chartres, le fameux bonheur, cette notion assez incroyable qui était propulsée par Madame de Chartres, que moi je trouve un peu anachronique, mais jusqu'à la fin du texte, donc avec vaincre, résolution, le parti, etc. J'entreprends. Là, on a la princesse qui reprend la main. Voilà à peu près les trois mouvements de ce texte. Alors, si on doit les délimiter, évidemment, j'avoue, et la lettre, l'épisode de la lettre. Donc là, on est sur vraiment la mise en place qui est relativement brève, une dizaine de lignes. Puis le grand de tous les mots, qui répond presque d'ailleurs à l'homme le plus malheureux du monde, de Monsieur de Clèves, l'hyperbolisation du malheur, qui va marquer tout le paragraphe qui suit. Et bien sûr, en fin de ce paragraphe, il est impossible, les raisons si fortes, l'état où je suis, les résolutions n'en sortir jamais. Et là, elle prend le relais jusqu'à bienséance avec la rationalisation en fait de son comportement. Au fond, c'est la bataille entre cette femme
qui essaie d'être encore cartésienne à un moment sans doute où l'histoire littéraire ne lui permet plus tout à fait. On peut lire aussi le texte comme ça, hein, quand même. Il y a quand même cette interrogation. Là, je trouve qu'il y a aussi, on peut presque lire le texte au prisme des mutations de la pensée, des mutations historiques de la pensée du XVIIe siècle. Parce que quand même, les passions, on pourrait dire c'est la période précieuse, puis on aurait la période pascalienne et terriblement inverse derrière la parole héroïque. On pourrait aussi saucissonner le texte comme ça et faire apparaître que la princesse a inversé en fait deux époques. C'est-à-dire que le malheur, le questionnement sur le bonheur et le malheur, et sur la place de l'homme, ou la grandeur, ou les misères de l'homme, disons, euh, sont anticipés par rapport au questionnement sur le pilotage, en tout cas le commandement, pour reprendre une métaphore cartésienne. Ça aurait dû se passer dans l'ordre inverse. Bon. Dans la suite de l'argumentaire, puisque c'en est un, à plus d'un titre, la princesse va multiplier les raisons de ne pas céder à Nemours, et certaines ne sont pas toutes du même ordre, hein. On a tout un éventail argumentatif où tout n'est pas du tout aussi noble. Par exemple, de temps en temps, on sent bien que le mari ressurgit à deux reprises, surgit à deux reprises parce qu'il faut se donner le meilleur des garde-fous, bah, c'est un mort, hein, auquel on doit le plus de compte, même si c'est le plus invisible, ça n'est pas le moins pesant. Et aussi même la peur de souffrir, tout simplement, ce qui la rend terriblement humaine, mais qui n'est pas tout à fait digne d'une héroïne héroïque. Le héros n'a pas peur de souffrir, normalement. Voilà, la souffrance, il en fait son affaire. Or, la princesse insiste beaucoup sur la jalousie, la peur de souffrir, parce qu'on sait qui est Nemours, hein, un homme très convoité. Bon, tout ça n'est quand même pas très glorieux au sens courant du terme. Reprenons dans l'ordre maintenant. Une fois qu'on a organisé donc nos trois volets, disons, de l'extrait sur les pages, plus précisément 245-246 de l'édition Garnier-Flammarion. L'armature argumentative que se fixe la princesse pour peut-être s'auto-persuader, puisqu'elle ne persuade Nemours, parce que Nemours est en train de lui dire qu'elle l'aime, hein, c'est assez transparent. S'agissant de Nemours, des termes comme galanterie, jalousie, il y a même l'idée de bonheur, évidemment, et les passions, avec quand même très polysémique, euh, sont quand même un sacré appel du pied à Nemours. Et pour contrecarrer, les passions sont répétées en plus, hein, donc ça prend beaucoup de place dans ce premier paragraphe de l'extrait. Pour ceux qui ont la numérotation, on est à peu près sur les lignes 1213 à 1229. Et au même moment, il s'agit aussi de s'imposer une ligne de conduite. C'est une métaphore, effectivement, qu'on connaît bien au XVIIe siècle, qui est celle de Hobbes, qui est celle de Descartes. L'armature, en fait, fait qu'elle insiste sur cette syntaxe très chevillée, très articulée, hein, point, virgule, mais on a aussi bien de la parataxe que la syntaxe. Les deux sont ensemble. Elle emprunte presque à sa mère des manières de parler qu'on connaissait. Madame de Chartres avait vraiment le chic pour souligner les chevilles du discours avec cette accumulation bizarre. Pas de syntaxe, donc parataxe, point virgule, mais quand même derrière syntaxe avec mais MAIS, ET, enfin avec les conjonctions de coordination. Elle fait exactement la même chose. Est-ce que notre héroïne inconsciemment essaie de représentifier des manières de faire dignes de sa mère, qui était après tout sa meilleure tutrice? Ça n'est évidemment pas impossible. La radicalisation aussi du discours, rien par exemple dans la seconde phrase, mais toutes les dispositions de l'autre côté, ou la pluralité, plusieurs passions. On voit bien que là, l'héroïne est peu de choses en fait, qui a en filigrane une réflexion sur le tout ou rien qui se profile. C'est pour ça que je dis qu'il y a une avancée quand même pascalienne dans ce texte. Euh, et ce qui est frappant, c'est que notre princesse aussi entre un présent évidemment d'énonciation et derrière un présent conditionnel. Et ça, c'est très frappant. Elle hésite entre deux mondes, hein, le monde réel et le monde qu'elle se projette. C'est une grande instabilité que l'on retrouve aussi au plan de la syntaxe, puisqu'on a quand même pas mal d'éléments paratactiques avec point-virgule. Euh, Elle avait essayé en première phrase de poser une syntaxe forte, et puis quand même, ça se fissure un peu, et elle perd les chevilles de son discours à la deuxième phrase. Euh, ce qui est
ce qui est frappant, c'est aussi cette lutte en elle qui se lie. Elle va parler plus loin de conflit, et c'est pas pour rien, euh, entre l'aveuglement et la vision. Et on voit qu'elle n'arrive pas à sortir, en fait, de ce problème de l'aveuglement qui commande la suite. C'est pas la pensée, en fait, ici, hein, que l'on voit, c'est la vision. Je vous verrai pour une autre comme vous auriez été pour moi. Ce qui répond évidemment à l'aveuglement qu'on avait quelques lignes plus haut. Elle a du mal, en fait, à s'imposer à elle-même ce discours cartésien qui n'est peut-être que de façade. Euh, L'intensification, bien sûr, et l'hyperbolisation marquent tout ce paragraphe. Une douleur mortelle, évidemment, qui revient derrière avec le malheur, avec souffrir, et enfin avec le plus grand de tous les mots, toujours le superlatif. Euh, Bien sûr que ça vaut pour avertissement, c'est une sorte d'argument par le pire, hein, a fortiori, c'est-à-dire qu'on prend la pire des projections pour se dissuader de mettre un pied dans l'engrenage. Donc elle a vraiment balisé son discours par des hyperboles pour se faire peur à elle-même, hein, ni plus ni moins. Et on voit aussi l'accumulation de la difficulté pour la princesse avec le déploiement, toujours cette syntaxe très dilatée au moment de grande tension. Donc j'en ai trop dit. Pour vous cacher évidemment l'infinitif de but, vous cachez quoi? La complétive, comme vous l'avez fait connaître, conjonction, deuxième complétive enchaînée, et que je souffris de si cruelles peines le soir, relative derrière, le soir où et quand, et bien que le soir où le soir que la reine donna cette lettre de Madame de Zémine. Nouvelle relative enchaînée, lettre que l'on disait, et c'est reparti, que l'on disait quoi? Interrogative indirecte, ou en tout cas complétive tout simplement, que l'on disait quoi? Eh bien, qui s'adressait à vous. Qu'il m'en est demeuré. Et là, on a la deuxième partie la corrélation, de si cruelle peine, qu'il m'en est demeuré une idée. Une idée quoi? Relative, qui me fait croire quoi? Complétive, que c'est le plus grand de tous les mots. Bon, cette phrase qui va conclure le paragraphe est évidemment grossie, hein, dilate notre propos, parce que l'enjeu, en fait, prend de l'importance, parce qu'il va être de plus en plus question, finalement, d'une question et de vie et de mort, et aussi de bonheur et de malheur. Donc, on dépasse le simple cadre de la galanterie ou de la loyauté entre deux personnes. C'est surtout la loyauté, ce que doit la vie à la princesse et ce que doit la princesse à elle-même. Ça se joue sur un autre plan. Besoin de prendre son souffle, et ça explique l'alinéa, parce qu'on pourrait quand même se poser la question de pourquoi un alinéa ici. Par vanité ou par goût, toutes les femmes souhaitent de vous attacher. Bon, très curieux, besoin de reprendre un peu son souffle et de reprendre le départ, de se remettre à une nouvelle amorce de paragraphe ici. On repart sur le lexique galant. Peut-être aussi que c'est une façon, après cette intensification de la gravité sur le malheur, de repartir sur des choses très concrètes finalement, c'est-à-dire la jalousie, le couple. C'est pour ça qu'on revient à les femmes, plaire, aimer. Derrière la souffrance, le combat, il se fait là, en fait, hein, entre des bonnes ou des mauvaises raisons, finalement, de céder ou de ne pas céder à un amour. La souffrance revient au galop juste derrière. Donc, on voit bien qu'il y a deux binômes qui s'organisent. Euh, Bien sûr, les passions, la raison, mais derrière ce premier binôme, il y a aussi ce couple, euh, la galanterie, le couple d'un côté, et de l'autre, la souffrance. C'est donc ce qui revient, en fait, au galop, en boomerang. Je vous croirais amoureuse, aimée, je ne me tromperai pas souvent. Là, on reste sur le côté galant, très bien. Presque le côté, j'allais dire, marivaldien avant l'heure, et derrière quand même le parti de la souffrance. Voilà. Alors après, on repart sur l'amant, le mari, l'amour, on repart sur des considérations conjugales et amoureuses, mais quand même juste derrière, m'accoutumer à cette sorte de malheur. Visiblement, d'ailleurs, on a bien du mal à définir. Je suis en train de regarder sa façon dont le malheur se manifeste dans le texte. Cette dilution d'ailleurs, le malheur, article défini plus haut, et derrière ça devient le verbe souffrir, et ça devient la souffrance, article défini, et par la suite une sorte de malheur. Ah oui. Je regarde aussi, je crois qu'on avait les reproches qui devient me reprocher. C'est ça que je veux regarder. Et à la fin, d'après mes souvenirs, malheureuse. Ah oui, ça se rapproche d'elle en fait. Le malheur qui était très abstrait, euh, après devient une sorte de tourbillon diffus, modalisé un peu mis à distance par cette sorte de malheur, mais quand même avec un beau déictique. Donc elle est quand même pas loin, ce malheur. Et plus loin, ce sera malheureuse, hein, qui se rapporte à elle, féminin singulier. Le malheur se rapproche d'elle quand même, hein. C'est ça que je vérifiais en parcourant le texte, en allant sur le paragraphe suivant.
Hem, la prudence ou en tout cas l'extrême, précaution de la princesse de Clèves, de notre princesse, se lit bien sûr dans les modélisations, hein. Cette tentative un peu de elle est d'un côté submergée par ses sentiments et ça explique d'ailleurs qu'elle cède à quelques points d'interrogation. Il n'y en a pas tant que ça, mais là, on voit que quand même ça prend beaucoup de place pour l'extrait qui est le nôtre. Ça reviendra à peine un peu plus loin et de l'autre côté, elle freine les cas de fer et on a une sorte de d'atténuation avec, le «on» ou les litotes, je ne me tromperai pas souvent, ou encore cette sorte de malheur, cette modélisation-là, qui est périphrase. C'est pas vraiment du malheur, c'est une sorte de malheur. Le problème de la princesse de Clèves, c'est qu'elle est toujours, évidemment, dans cette dialectique aussi entre l'aveuglement et la vision. Le verbe voir revient, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour elle. Elle est de plus en plus cernée, hein, quand même. On le voit dans, la précipitation des interrogatives. Sans doute qu'il faut sortir la carte du mari décédé et de la loyauté. Au fond, répondre à l'institution, répondre au deuil, institutionnel, répondre à ce que l'on doit pour des raisons de devoir, j'allais dire, contractuelles à son mari, de conjugalité, mise sur le papier. C'est peut-être plus simple finalement que de répondre ou pas de son droit au bonheur. C'est pour cela que le mari revient à ce moment-là dans le discours. Il revient toujours quand il y a des grands moments de tension en fait en elle-même. C'est là qu'elle invoque la figure du défunt. Très compliqué ces ruptures quand même de rythme parce que me reprocher de vous avoir aimé, quand même, il faut le faire, hein. La complétive arrive après, elle est rejetée après le point virgule. Ce serait quasiment un changement de, pas de strophe, mais en tout cas, on aurait un enjambement en fait si on devait avoir une versification ici. Et me faire sentir relance, conjonction, mais quand même de l'autre côté du point virgule. Donc on a quand même un discours particulièrement césuré ici. Il est impossible, radicalisation du discours, bon, blablabla, des raisons si fortes, hyperbole toujours. Il faut que, là on va en parler, elle reprend un peu la main avec le il est impossible, il faut que, avec des verbes impersonnels, parce qu'évidemment, il ne faut surtout pas faire confiance à la subjectivité, surtout pas à ce moment-là. Euh, notre princesse, c'est frappant d'ailleurs, euh, est quand même interrompue par, il faudrait l'interroger, par ces verbes toujours de parole et de reprise. Euh, une fois au moins par grand paragraphe, hein, j'avoue, répondit-elle. Et ici, nous avons il est impossible, continua-t-elle. Madame de Lafayette casse le rythme avec ce verbe introducteur de parole qui n'est pas requis. On se doute que c'est la princesse qui parle, il y a une unité problématique, énonciative, on se doute bien que c'est elle qui a toujours la parole. Ça ne peut pas être Nemours qui dise ça. Nemours ne peut pas parler de son mari, Monsieur de Clèves. Tous les lecteurs ont très bien compris. Et pourtant, Madame de Clèves se sent obligée de se repositionner en tant que narratrice, enfin, en tout cas la narratrice, qui est sans doute Madame de Clèves, se repositionne ici. Est-ce que ça interrompt le rythme? Sans doute, pour casser un peu je vais dire, la sévérité, l'intransigeance, la gravité du passage. Peut-être, pour permettre un peu au lecteur de souffler entre deux moments gravissimes. Et mieux relancer derrière la gravité. C'est tout l'intérêt. Interrompre le rythme pour mieux le relancer. Il faut donc garder des munitions et garder un peu de poche d'oxygène pour la suite. Peut-être que c'est une raison. Deuxième raison aussi, eh bien, montrer que ce discours, effectivement, ne se veut pas forcément. Il n'y a pas de vraisemblance théâtrale, en fait, ici. On est toujours dans le morcellement et le déploiement narratif, et surtout pas dans la vraisemblance théâtrale. Donc, je crois qu'il y a quand même cette idée aussi d'un discours construit qui se dénonce comme construit, et qui va crescendo, mais l'échafaudage euh, ne cache pas comment dirais-je, le chef de chantier, quoi. C'est-à-dire la narratrice, continua-t-elle, qui distribue la parole, qui la redistribue au besoin. De passer par-dessus des raisons si fortes, il faut que je demeure dans l'état où je suis, dans les résolutions que j'ai prises de n'en sortir jamais. Bien sûr que nous avons donc, disais-je, là, une troisième phase du discours qui arrive, avec il faut euh, les résolutions, un lexique presque militaire hein, qui s'annonce, en tous les cas, un lexique signe d'une grande maîtrise de soi. En tout cas, c'est un discours qu'elle se... je veux dire, c'est une chanson qu'elle se raconte à elle-même, elle a besoin d'y croire. Interruption juste derrière par Nemours. Un court paragraphe de Nemours. Alors, Nemours, évidemment, il peut tout se permettre. Nemours, il peut se permettre de se laisser complètement aller à la subjectivité et à l'expressivité. Donc, Nemours, il parle avec une interjection, une exclamative,
il interroge, comme ça se fait souvent au XVIIe siècle, directement le vocatif madame, il la relance, ce qui évidemment la fait trembler, hein, puisque ça actualise la relation énonciative comme jamais. Et s'écria, monsieur de Nemours, au cas où on n'aura pas compris, la narratrice nous rappelle qu'on est dans un surplus expressif avec le verbe s'écrier de Nemours. On est aux antipodes de la tentative de maîtrise par la princesse. Donc il y a un tableau évidemment très contrasté entre les deux personnages, elle qui cherche à distancier, atténuer, normaliser, légiférer, objectiver, ou viriliser même le discours, et lui qui peut se laisser aller à toute forme de subjectivité et d'expressivité. Du coup, il ne rechigne pas, hein, deux interrogatifs quand même pour un court paragraphe. Il remet sur le tapis, bien sûr, le verbe plaire et aimer qui, qui prennent le relais, hein. Le verbe résister est au début. Et d'ailleurs, c'est drôle, c'est l'inverse de son discours à elle. Elle avait l'attachement et ensuite les raisons, la résolution. Et lui, c'est l'inverse, évidemment. Logique complètement opposée. D'abord l'amour et proposition suivante, euh, la résistance. Alors, concession de Nemours, évidemment, sur la vertu austère. Ce qui est drôle, c'est la petite pique de Nemours, en tout cas la brèche là qui est ouverte, presque point d'exemple. C'est amusant, ça veut dire qu'on peut faillir, hein. C'est donc possible. L'histoire a déjà prouvé qu'aucune entreprise n'était à ce point infrangible. Évidemment, il reprend assez sournoisement, ce qui est quand même un double effet, ce terme de vertu, parce que d'un côté, il en montre peut-être l'épuisement de ce mot de vertu, il le reprend quand même euh, dans un court paragraphe, euh, et je regardais si amour était pris également son court paragraphe, ceux qui nous aiment, hein. Non, c'est sentiment seulement, c'est pas amour. Vertu est repris à deux reprises, ça peut plaire à la princesse, l'illusion qu'ils parlent le même langage. Donc on a quand même un effet de reprise de terme. Et ça peut aussi agir comme un avertisseur, en fait, pour elle. Donc, paradoxalement, Nemours met aussi sous les yeux de la princesse ces mots qu'elle a besoin de réentendre. Il devient finalement le meilleur allié de sa morale à vouloir trop insister. Euh, Reprise de la princesse, je sais bien, c'est un dialogue entre eux qu'on connaissait, hein, c'est le signe de la connivence, bien sûr. Ils reprennent d'une réplique à l'autre les mêmes termes. Au théâtre, on aurait presque de la stichomitie ou quelque chose comme ça, quoi. C'est-à-dire que, alors c'est pas exactement ça, au théâtre, ça voudrait dire que l'un finit la réplique de l'autre. Ici, c'est plutôt que l'un reprend les répliques de l'autre, euh, à ceci près que quand Nemours euh, ouais, je regardais l'indéfinition du discours, ce qui nous plaît, ce qui nous aime, une vertu austère, c'est drôle de la part de Nemours. Et Madame de Clèves, elle repart sur des hyperboles, évidemment, il faut qu'elle le fasse. Euh, Rien, évidemment, radical, de plus difficile que ce que j'entreprends. Oui, elle, évidemment, elle a besoin de signifier la reprise en main et la force de la même façon, hein, rien, jamais, bien sûr, je ne vaincrai jamais. Le lexique devient de plus en plus héroïque. Donc on a les raisons, l'intérêt, le devoir, vaincre, le verbe vaincre qui arrive, surmonter. C'est une vision militaire, quoi. Une vision militaire de l'amour, l'entreprise, évidemment. Euh, et aussi, ce qui est frappant dans ce discours, autant comme celui de Nemours est un peu plus diffus sur les sujets, Madame de Clèves, elle, c'est je sais bien, je me défie, ce que je crois devoir, je me défie de moi-même, elle en remet une couche répétition. C'est une valeur pédagogique en elle-même, bien sûr, elle se répète les choses. Je crois que je ne vaincrai et je n'espère pas l'inclination que j'ai pour vous. Je suis dans un état. En fait, elle rappelle à elle-même ce qui est son objectif, c'est-à-dire garder la maîtrise d'elle-même. Donc, les pronoms, évidemment, la première personne, n'ont jamais été aussi nombreux, puisqu'il faut se rappeler à elle-même quel est son propre objectif. Ce qui nous, ici, semble identifier l'objectif comme étant moins de ne pas céder à Nemours que de reprendre possession d'elle-même, ce qui est quand même pas tout à fait la même chose. Là, elle affiche bien son objectif d'autonomie. Elle veut se retrouver, en fait, dans ce dialogue lui sert, au fond, à retrouver la pleine possession, la pleine puissance d'elle-même. À quoi est-ce qu'on voit que l'entreprise demeure évidemment difficile? Bon, les effets, bien sûr, d'antithèse dans la réplique, hein, entre les lignes 1258 et 1272, édition Garnier-Flammarion. Alors, c'est les jamais, toujours, enfin, pardon, qu'est-ce qu'on a encore? Quelques violences qui m'en coûtent ou quoi que je me défie de moi-même. On a quelques concessifs, bien sûr. Ça rend la princesse plus humaine et puis ça montre surtout la difficulté, bien sûr, de la princesse. C'est dur de tenir un discours toujours radical parce que l'hyperbole, rien de plus difficile
euh, euh, jamais mes scrupules, aucune occasion, euh, la seule bienséance, tout commerce entre nous, on voit bien quand même que là, il y a la volonté d'intensifier l'enjeu. Alors même qu'il est difficile à tenir, hein. C'est ce que nous disent les concessives. Partout le pouvoir, eh oui, évidemment. Euh, de la militarisation et de l'intensification du propos et de l'enjeu. Ce qui est intéressant, c'est que ce jeu, qui est quand même le véritable objectif de ce texte, la tension se retrouve quand même dans le dédoublement entre je me défie de qui? De moi-même. C'est-à-dire qu'on a le pronom d'insistance, pas si simple hein, d'être soi, pas si simple de ne faire qu'un, évidemment. Et quand même, un signe que le double discours est bien là, c'est que tout ce jeu, pour conclure un paragraphe en disant nous, c'est bien compliqué quand même, hein. Toute cette intensification enfin, je veux dire de l'adultère, elle est veuve, mais au plan moral en tous les cas, le crime hein, quand même, la bienséance, le crime, bon, le pouvoir, la violence, tout ça pour dire nous. Donc ça ne sert à rien. Ça montre aussi que les mots, le lexique, l'arsenal aussi, que n'empêche pas les torsions de la syntaxe et des concessives qui s'insèrent dans un texte que l'on voudrait lisser par le lexique. Ça n'empêche pas non plus le dédoublement entre je et moi-même, et ça n'empêche pas ce nous, ce terrible pronom nous qui les réunit au moins dans l'énoncé. À défaut de les réunir dans la vie, c'est acté. Ils sont quand même ensemble et dans le dialogue et dans ce qu'on envisage et dans la pensée, en fait. Ils sont déjà ensemble. Et ce nous, donc, a le dernier mot dans ce paragraphe. Là, nous arrêtons le texte à ce moment-là pour ce que je présenterai au baccalauréat avec la classe et on est sur l'acmé, en fait, de la difficulté. La suite de l'argumentaire de la princesse va lui permettre quand même de reprendre la main. Mais le texte ici s'est arrêté sur un moment d'immense contradiction, hein. Bon, cette grande scène de l'aveu, je crois que je ne sais pas si j'ai sous la main d'ailleurs, il faudrait que je le retrouve. Euh, je l'ai relayé dans le cours par d'autres scènes d'aveu ou de renoncement, ou par une scène, alors je ne sais pas si je l'ai retrouvée ici, j'aimerais bien, il le faudrait. Je crois qu'en classe, on a un extrait de Radiguet, en fait, avec ces personnages qui font mine de s'en tenir à une rectitude morale, en fait, et d'opposer la bienséance aux passions. On a ça, en fait, dans la réécriture de Radiguet, là, du bal du comte Orgel, notamment quand la mère écrit à, à Madame d'Orgel et qu'elle présente les dilemmes qui sont à l'œuvre dans le cœur bien maltraité de François, si mes souvenirs sont bons, c'est-à-dire du protagoniste, du jeune premier, si j'ose dire. Bon, on va regarder ça en classe, évidemment. Autre extension que nous aurons en classe, c'est la façon dont Christophe Honoré s'empare du dilemme. Et je trouve que c'est une des scènes en fait les plus intéressantes du film. C'est pas tellement la façon dont Louis Garrel, enfin le personnage du prof d'ailleurs, prof d'italien, court après notre Junie d'ailleurs, c'est drôle, qui finira aussi chez les Vestales dans le film. C'est plutôt la façon dont le renoncement en fait est mis en scène dans les jeux de caméra et avec des personnages qui en fait sont dans la même chambre mais ne communiquent pas, ou sont déjà sur deux plans différents, ou se cherchent et ne se trouvent plus. Et donc, il y a une succession de plusieurs séquences, d'après mes souvenirs, où on est au Jardin du Luxembourg, ou je sais plus, c'est non, pardon, euh, Boulogne. On ne doit pas être à Luxembourg, on doit être au Bois de Boulogne, près du 16e, où les personnages sont ensemble dans les allées, là, sous les allées de châtaigniers, de marronniers, je ne sais pas ce que sont ces arbres. Ensuite, ils sont dans la chambre et c'est le moment où ils sont censés être le plus réunis possible, mais en vérité, il ne se passera rien. Et ensuite, il lui court après, il l'appelle, mais en fait, elle ne répond plus, elle est déjà ailleurs, elle prend le bateau, elle s'en va. Et là aussi, on a des personnages qui, en fait, sont dans le même espace, mais mentalement ne sont déjà plus ensemble. Et ça montre bien l'écartèlement, en fait, des ambitions des personnages. C'est possible que ce soit une extension du cours. Voilà à peu près le tableau qui va se présenter à nous. Je suis sûre que demain ou après-demain, je vais en parler en classe,
je ferai encore une explication différente. Convergente, mais dans le détail, sans doute différente. Et je pense que c'était différent de ce que j'ai dit vendredi aux premières, combien c'était? Premières 3, 4, enfin bref, ma première du vendredi après-midi, de 12 à 13. Je suis sûre que c'est pas la même explication exactement.